Bon, bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Donc, je suis Antoine Cardon, je suis directeur de l'innovation de DV Group et un des fondateurs. Alors on va commencer par une question, parce que j'ai une question pertinente juste avant de démarrer le talk, qui était c'est quoi le location based? Donc même si c'est le sujet de 2018 et que c'est effectivement un moyen, un cheval de Troie pour la VR, pour arriver à trouver son marché, c'est peut-être bien de le définir. Donc le location base, c'est toutes les expériences qui vont se dérouler dans un lieu qui est dédié et qui n'est pas chez soi. Le cinéma serait du location based, une salle d'arcade serait du location based. Alors très rapidement, DV Group, on est fondé en 2011. Aujourd'hui, on est plus de 50 personnes. On vient de faire notre première levée de fonds. On a une croissance qui est très rapide. On est structuré autour de 4 activités. Donc notre activité historique qui est le service. Donc on travaille pour des marques et on fait de l'innovation digitale. Donc il peut prendre plein de formes différentes. On a commencé par faire des applications mobiles et puis très rapidement on a fait ce qu'on appelle maintenant la creative technology. Donc on a installé du mobilier digital dans des magasins, on a fait des vitrines, des objets connectés, etc. Tout ça pour des marques. Et puis il y a 5 ans, Red Bull est venu nous voir en nous demandant si c'était possible de téléporter leurs utilisateurs sur leurs événements. Et on est revenu avec une idée qui était un petit peu saugrenue, qui était la vidéo 360. Et donc on a commencé cette activité, on s'est hybridé, on était des profils qui étaient très techniques initialement, et on a intégré des gens qui venaient du cinéma, de la télévision, et qui savaient fabriquer du contenu. Et ça a commencé cette expansion qui aujourd'hui fait l'objet de 3 autres sociétés. Donc une société qui s'appelle DV Studio, qui est un studio de création de contenu original autour des nouveaux formats qui permettent d'adresser les nouveaux usages et les nouveaux dispositifs. Donc c'est principalement de la VR et de la AR aujourd'hui, mais ça peut aussi être d'autres choses, des contenus interactifs. On a une autre activité qui s'appelle DV Indoor, qui est une franchise qui est à destination des exploitants de lieux qui souhaiteraient venir fabriquer un lieu dédié à la réalité virtuelle. Et enfin, on a une structure d'IP, parce qu'aujourd'hui, c'est très important de protéger ces idées, d'être en capacité de négocier avec des ayants droit d'IP, de gros IP, on en a vu tout à l'heure certaines, et de commercialiser des produits issus des innovations qu'on met en place dans le service, dans le studio. On a fait une expérience l'année dernière qu'on a présentée tout d'abord au Festival de Cannes, qui s'appelait Alice The Virtual Reality Play, dont je vais vous parler rapidement parce que c'est un bon contexte par rapport au location based. Donc Alice, c'est une expérience qui était assez atypique. La promesse de cette expérience était de pouvoir rentrer en fait dans un film. C'est ce rêve qu'on a tous eu en fait quand on était enfant, de pouvoir rentrer, interagir, devenir le héros d'un film. Donc c'est ça qu'on a essayé de mettre en place. Donc c'est une expérience qui pour le coup est totalement location based, puisqu'on ne peut pas la faire chez soi, tout simplement parce qu'il y a un acteur. C'est une expérience qui dure 20-30 minutes et qui nous a amené un petit peu partout dans le monde. Donc on a eu la chance d'aller dans beaucoup de festivals et de pouvoir rencontrer beaucoup de publics différents un peu partout dans le monde. Donc très rapidement, je vais vous montrer quelques images. Donc une des problématiques dans Alice, c'était d'arriver à construire cette grammaire simple. Mike parlait tout à l'heure d'avoir des interactions qui sont très naturelles. Là, l'idée, effectivement, c'était que les gens puissent comprendre d'eux-mêmes que d'abord, il fallait se déplacer, qu'ensuite, ils pouvaient interagir avec des objets, que ces objets avaient un poids
qu'ensuite les personnages étaient réellement présents dans l'espace. Donc là, par exemple, on voit le lapin vient de toucher l'épaule du spectateur, fait des commentaires sur ses habits, etc. L'intégralité des éléments de décor virtuels sont tangibles, donc sont reproduits dans la réalité. On va pouvoir jouer avec des props, des accessoires qui vont pouvoir être passés entre les personnages virtuels et les personnages réels. Tout ça pour donner une sensation de présence et avoir une grammaire qui soit vraiment évidente. On va très loin dans l'expérience, on va jusqu'à faire manger des champignons aux gens. Alors ça, c'est par exemple, c'est quelque chose on était presque sûr que ça ne marcherait pas. Et en fait, là, 100% des gens mangent le champignon. Donc on peut vraiment faire des choses assez étonnantes aux gens dans un cadre de la réalité virtuelle. À partir du moment où on les a correctement introduits et qu'on donne cette sensation de présence qui est vraiment très importante. Mike, tout à l'heure, parlait d'immersion, je pense que c'est un peu le même principe. Donc ça, c'était notre pari en 2017. En fait, c'était très en avance de phase de pouvoir offrir une expérience location-based, parce qu'on imaginait déjà à cette époque-là que c'était un excellent moyen de trouver un business model. Dans la VR, globalement, tous les producteurs de contenu, on est les exploitants de salles, les personnes qui fabriquent des plateformes, on cherche tous la même chose, c'est-à-dire un modèle économique viable et que le travail qu'on fait puisse être rémunéré à un moment ou au moins à l'équilibre avec des revenus qui sont issus des spectateurs finaux. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui a été compliqué dans les autres secteurs et je vais reparler de ces secteurs-là assez rapidement. Donc en fait, en 2014, on a eu la première offre grand public de casque de réalité virtuelle qui est apparue, donc avec Oculus, avec Google, avec le Cardboard. La réalité virtuelle, c'est très vieux en fait. Les premières expériences en vidéo 360, c'était 1900. Le premier casque de réalité virtuelle, c'était dans les années 50. Donc bon, c'est une vieille histoire. Mais c'était effectivement la première fois qu'il y avait des offres grand public qui étaient mises à disposition à des tarifs à peu près cohérents. Donc ça devient un sujet chaud dont on parle beaucoup. Il y a un gros trend en 2014 sur la réalité virtuelle. En 2015, donc l'écosystème se met en place. Donc il faut pouvoir créer du contenu pour mettre dans ces casques. Et à l'époque, principalement, on fait de la vidéo 360. Et donc en 2015, il y a la sortie des premiers systèmes de captation en vidéo 360, un petit peu industrialisés. Donc les caméras de Facebook, de Google, de Samsung, etc., qui sortent à ce moment-là. Donc l'écosystème se fabrique. En 2016, les constructeurs ciblent les foyers. Donc c'est le Gear VR, c'est Sony avec le PS4 VR, c'est HTC, etc. qui sortent leurs devices. Ça marche pas aussi bien que ce qui est attendu. Maintenant, j'y reviendrai après. Ce qui était attendu était un petit peu délirant. En 2017, très clairement, le mobile, la VR mobile et puis la VR à la maison marche moins bien que ce qui avait été imaginé. C'est-à-dire pas 99% de la population a un casque de réalité virtuelle, puisque c'était un petit peu ce qui était imaginé. Les systèmes room scale à la maison sont relativement difficiles à déployer, ça reste cher, il faut des PC assez puissants et de l'espace. Donc effectivement, ce trend qu'il y avait sur la VR domestique ne s'arrête pas, mais continue sa croissance à un rythme normal.
Et en 2018, le sujet chaud, c'est le location-based. Euh, donc c'est des lieux de divertissement qui sont dédiés à la VR et qui se multiplient partout dans le monde. Ça a commencé en Chine, hein, déjà en 2017, on avait plus de 800 espaces qui étaient dédiés à la réalité virtuelle en Chine. Ça a continué, ça a été relayé par des lieux donc opérés en général par des opérateurs historiques comme IMAX à Los Angeles avec la salle IMAX VR, comme MK2 avec la salle MK2 VR à la bibliothèque. Donc c'est vraiment le sujet du moment. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi est-ce que finalement l'histoire se répète? C'est qu'en fait, si on regarde un petit peu en arrière et qu'on regarde toutes les disruptions technologiques, elles se sont toujours déployées de cette manière-là. C'est-à-dire, elles ont commencé, c'était des expériences qu'on faisait en extérieur, qui étaient très événementielles, très inédites. Donc on sortait de chez soi pour aller faire ces expériences. C'est le cas du cinéma, hein, par exemple. Quand on allait voir les premiers films des Frères Lumière, on ne les voyait pas sur son téléphone mobile dans le bus. Hein. On allait dans un café et puis on avait une projection. Les cinémas, encore, le format de salle de cinéma a été créé que bien plus tard. Puis ensuite, on a eu la télévision qui est arrivée dans la maison. Et puis ensuite, on a pu voir des contenus cinématographiques sur son mobile. Pour le téléphone, c'était pareil. Hein. On a commencé par appeler le 22 Agnières en allant au café ou au PTT. Et puis le téléphone est arrivé à la maison. Et puis finalement, on a pu le mettre dans sa poche. Et ça a pris beaucoup de temps. Les jeux vidéo, c'était pareil. Je pense que vu l'âge des gens dans la salle, tout le monde est allé dans une salle d'arcade une fois dans sa vie pour jouer à des jeux vidéo. Et puis ensuite, on a les premières consoles qui sont arrivées à la maison. Et puis ensuite, on a pu jouer sur son téléphone avec un device qui tient dans la poche. Et la réalité virtuelle, c'est un petit peu la même chose. Donc même si on a essayé de nous vendre que tout le monde, très rapidement, allait avoir plein de cases de réalité virtuelle, on reste sur une vitesse d'adoption et un modèle d'adoption classique. Et en vrai, le premier modèle économique, il sera en location-based. Ensuite, il sera à la maison. Et puis enfin, on pourra faire des vraies expériences de réalité virtuelle en mobile. Alors, je fais bien la différence entre de la réalité virtuelle et de la vidéo 360. C'est pas la même chose. La réalité virtuelle, il faut pouvoir se déplacer à l'intérieur pour avoir une sensation de présence qui soit suffisamment effective pour avoir des expériences qui soient intéressantes. Donc ces devices ne sont pas encore sortis en mobile. Ils vont sortir bientôt, mais ils ne sont pas encore sortis. Ça, c'est vraiment important parce que on nous a beaucoup dit que ça allait aller très vite et qu'il y aura un marché énorme sur la VR en très très peu de temps. Et aujourd'hui, il y a des articles, par exemple, qui commencent à sortir et qui disent bon, la VR est un échec en fait. Il faut vachement relativiser ça quand on regarde donc les courbes d'adoption des technologies précédentes disruptives. On se rend compte finalement que la réalité virtuelle a la courbe d'adoption qui est quasiment la plus rapide. Voilà. Par rapport à l'Internet, par rapport à la télé, par rapport au PC, téléphone mobile, la réalité virtuelle est aussi presque plus rapide en fait, en termes d'adoption. Ça, c'est juste pour vous donner un exemple. À la sortie de l'iPhone en 2007, il y a 6 millions d'iPhones qui sont vendus. À la sortie du Gear VR en 2016, il y a 5 millions de Gear VR qui sont vendus et 1,6 million avec les autres HMD qui sont disponibles, et c'est hors cardboard, hein, hors petit. Donc on est vraiment sur une vitesse d'adoption qui est aussi rapide que celle du téléphone mobile.
Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a tous des téléphones mobiles dans notre poche. Donc demain, on aura probablement tous des devices qui nous permettront de faire de la réalité virtuelle. Mais c'est pas si rapide qu'en 2 ans, tout le monde en a. Alors pourquoi location-based et pourquoi le modèle économique est aussi important? C'est qu'aujourd'hui, on a produit pas mal de contenu qui est parti donc, sur des plateformes mobiles, sur YouTube, sur Facebook, etc. Mais il n'y a pas de modèle de rémunération, c'est-à-dire le, le spectateur ne paye pas, ne paye jamais pour le contenu. Donc pour l'instant, c'est une industrie qui repose sur l'argent qui est prêt à mettre les fabricants de matériel, les GAFA et tous les gros acteurs qui veulent se lancer dans le secteur. Mais c'est les institutions qui aident beaucoup aussi. En France, le CNC, les diffuseurs participent énormément de cette dynamique. Mais on n'a pas encore un vrai modèle économique. L'intérêt du location base, c'est qu'effectivement, les spectateurs finaux payent des tickets qui permettent de rentabiliser à la fois les coûts d'exploitation des salles, à la fois le matériel et à la fois les coûts de production de contenu. Donc il y a pas mal de grosses releases cette année sur le location based. Donc il y a The Void qui est une société qui a quelques années d'expérience déjà et qui déploie des expériences large field, c'est-à-dire sont des expériences où on peut se déplacer naturellement dans un espace qui est plus grand qu'une chambre, qu'une room, donc maxi 25 mètres carrés. Donc on est plutôt sur des expériences qui sont entre 250 et 500 mètres carrés. On porte son ordinateur sur le dos et on a un casque de réalité virtuelle. The Void, c'est des expériences qui sont très game, donc en général on a un fusil dans les mains et on va tirer. Voilà. L'expérience précédente, c'était un Ghostbusters. Aujourd'hui, ils ont sorti un Star Wars. On a une autre société qui est la première société à avoir opéré du location-based VR, qui est Zero Latency, qui est une boîte australienne, qui se déploie très rapidement, puisqu'ils ont déjà 18 emplacements dans le monde. Il y a beaucoup de releases en Europe aujourd'hui. En termes de prix de tickets, on est entre 30 à 45 euros pour des expériences qui durent entre 15 à 30 minutes. Après, les deux ont des positionnements qui sont un petit peu différents. Aujourd'hui, The Void s'intègre surtout dans des lieux qui ont besoin de maximiser leur trafic. Donc, par exemple, à New York, c'est Madame Tussauds. Très clairement, ils investissent dans une expérience qui est assez courte et ils ont un prix ticket qui est relativement faible parce qu'ils ont besoin de faire venir des gens et que les gens visitent Madame Tussauds. Ça marche plutôt bien. On est allé avec quelques personnes de l'équipe vraiment pour faire l'expérience de Void à New York. On a fini par rester 2 heures dans Madame Tussauds à se prendre en photo avec. Donc effectivement, c'est un modèle qui marche, mais qui n'est pas rentable en soi. Mais j'en parlerai après. Zero Latency, on va chez Zero Latency que pour faire des expériences de réalité virtuelle. Elles sont plus longues et elles coûtent un petit peu plus cher. Hologate est encore un autre modèle, puisque là on est vraiment purement dans de l'arcade. C'est des expériences qui sont toutes petites et on paye un ticket qui est relativement faible. Il y a des grands centres qui se développent. Alors j'ai parlé d'IMAX et de MK2 qui sont les exemples qu'on cite le plus, mais la Chine est très dynamique sur le sujet et fait des investissements qui sont très conséquents. Donc il y a ce parc East Valley of Science and Fantasy, c'est un investissement d'1 milliard d'euros. Donc c'est des investissements qui sont colossaux. Les investisseurs y croient et font des investissements qui sont très importants. Il y a le PVR qui est à Dubaï aussi, où c'est un 7000 m². Donc c'est entre 3 et 10 euros par attraction. Donc on voit qu'on est encore sur des modèles qui sont très différents. On a des modèles à la minute, on a des modèles à l'attraction, on a des modèles des tickets d'entrée
pour une zone complète. On est encore en train de chercher les modèles. Ce qui est important, c'est que c'est le spectateur qui paye. Donc en tout, aujourd'hui, hors Chine, il y a plus de 600 lieux qui sont dédiés à la réalité virtuelle. L'année dernière, on était à moins d'une centaine. Donc c'est un marché qui est en explosion. Il y a deux acteurs qui sont très différents et qui ont des business modèles qui sont complètement différents. D'un côté, il y a les producteurs de contenu et de l'autre, il y a les exploitants de salles. Donc aujourd'hui, il y a des opérateurs qui font les deux, mais c'est pareil, si on regarde dans l'histoire, par exemple, du cinéma, les exploitants de salles et les producteurs de contenu étaient les mêmes, et puis très rapidement, ils se sont divisés en deux camps assez scindés. Donc d'un côté, ce sont des studios de prod, des développeurs, des studios 3D qui produisent du contenu. De l'autre côté, c'est des centres de divertissement, des parcs à thème, des salles qui ressemblent plus à de l'arcade. Donc, alors ça n'existe plus trop, donc on va plutôt parler de laser game, de bowling, etc. Donc tous ces centres de loisirs qui sont de plus petite taille. Le modèle des exploitants et des franchisés, c'est un modèle avec des marges qui sont assez faibles. On a deux approches. Une approche ticket-based et une approche time-based. Le revenu mensuel avec un taux de remplissage, on va dire, classique, c'est 200 à 400 euros du mètre carré mensuel. Donc c'est pas une rémunération qui est trop importante. Les centres de coûts, c'est le centre de coût principal en fait, c'est ce qu'on va redonner aux producteurs de contenu. Puisqu'aujourd'hui, les modèles, que ce soit chez The Void, enfin chez les gens qui font de la franchise, c'est de 30 à 50% du ticket revient aux producteurs du contenu. Et une part non négligeable revient aux gros IP. Donc je vais prendre l'exemple de The Void sur Ghostbusters. On est sur 30% pour The Void et on est sur 7% pour Sony. Donc il y a 37% du prix du ticket qui repart pour la production du contenu et la plateforme. Sur Star Wars, on est sur plus de 55% du prix du ticket qui part pour la production du contenu, puisque Disney prend quasiment 30% sur le prix du ticket. Donc là aussi, il y a un levier qui est important, c'est l'IP, mais elle a un coût qui est important aussi. Le modèle des producteurs de contenu, lui est complètement différent. L'idée, c'est de faire des économies d'échelle. Donc, c'est de retrouver un modèle qui est proche de celui du cinéma. C'est-à-dire de pouvoir faire des productions qui coûtent quand même relativement cher. Donc là, on a pris un exemple entre 500 et 1 million d'euros parce que c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Maintenant, il y a les objectifs en termes de coûts de production globalement dans le monde auprès des leaders. On est plutôt entre 3 à 15 millions aujourd'hui qu'entre 500 000 à 1 million parce qu'on veut être future-proof. Maintenant, déjà aujourd'hui, rentabiliser une production de 500 000 à 1 million en ayant un modèle de rémunération qui est entre 30 à 50% du CA qui est généré dans les lieux, c'est déjà 1 à 2 ans avant de pouvoir faire un cashback parce qu'il y a très peu, en proportion, il y a très peu de lieux qui sont dédiés à la réalité virtuelle, même si c'est en train d'exploser. Quand on produit un film de cinéma, on a des points d'accès qui sont beaucoup plus nombreux, donc c'est beaucoup plus facile d'arriver à rentabiliser son film. C'est un modèle qui marche mieux, on va dire. Donc pour les producteurs de contenu, la nécessité, c'est vraiment de multiplier les deals et si possible, d'accompagner la création de ces lieux pour avoir de plus en plus de lieux et pour pouvoir rentabiliser ces productions plus vite. Donc la création de contenu, c'est un enjeu qui est extrêmement important. D'abord parce que sans contenu, il n'y aura pas de marché. Et c'est un problème important aujourd'hui.
Par exemple, il y a des gros acteurs qui sont déjà prêts à lancer des services. Par exemple, Amazon a une plateforme toute prête qui permet de déployer de la vidéo 360. Ils ont une autre plateforme toute prête qui permet de déployer du contenu room scale, mais ils ne les ont pas lancés. D'abord parce que bon, ils ont une tête qui est tombée. Voilà. Et puis ensuite parce qu'il manque de contenu. Et il manque de contenu pour le lancement et surtout il manque de contenu pour pouvoir réapprovisionner la plateforme tous les mois. Et ils ont besoin de trouver des partenaires qui sont en capacité de leur produire des volumes de contenu assez importants. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'ils cherchent et c'est ce que toutes les plateformes cherchent. Donc aujourd'hui, le contenu est vraiment fondamental. La deuxième chose qui a pas mal changé ces derniers temps par rapport au contenu, je pense que vous avez tous vu les rebrandings qu'il y a à Hollywood en ce moment, les regroupements dans les studios, l'arrivée d'acteurs comme Amazon et Netflix qui ont complètement changé en fait la manière, enfin le modèle de production des films. Avant, on allait vendre son film dans un marché et la rentabilité du film se faisait sur la phase d'exploitation. Aujourd'hui, c'est plus le cas en fait. Quand une plateforme, quand Netflix achète un film, il achète des droits qui ne sont pas conditionnés au nombre de personnes qui va regarder. On n'est même pas au courant du nombre de personnes qui va voir le film en fait. Donc ça change fondamentalement la manière de produire du contenu. L'autre chose qui change pas mal la donne, c'est que les outils qui permettent de fabriquer ce contenu ont complètement changé. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'utilise plus des caméras pour faire du contenu pour de la VR. On est obligé d'utiliser des systèmes de captation 3D parce qu'il faut qu'on puisse se déplacer dans le contenu et donc les caméras ne marchent plus. Donc cette timeline là qui nous amène vers des contenus volumétriques réalistes. Donc tout le monde fait la distinction entre la vidéo 360, le stand-up, le room scale et le large field. Tout le monde a compris la différence fondamentale qu'il y a en termes de production entre un contenu qui est de type film live, qui est donc plat, dans lequel on ne peut pas se déplacer, et un contenu volumétrique, qui est un contenu qui permet de nourrir tous ces systèmes là, en location-based et même à la maison, en room scale, donc HTC Vive, PS4 VR, etc. Et c'est des expériences que vous pouvez faire en bas et vous pouvez voir la différence fondamentale qu'il y a entre la vidéo 360 et du contenu volumétrique. Donc clairement, c'est vers là qu'il faut aller. Et forcément, ça demande de travailler d'une manière complètement différente. Donc on a commencé en gros les contenus volumétriques réalistes, ils ont commencé principalement dans le monde de l'architecture et de la simulation. Et puis ils sont allés assez rapidement dans le monde des jeux vidéo. Ensuite, on a commencé à avoir des expériences qui étaient purement photogrammétriques pour la VR. Donc Vive, entre autres, a sorti des expériences de ce type-là. En même temps, on a vu apparaître pas mal de systèmes qui permettaient de faire de la captation volumétrique d'humains, plus ou moins réaliste. Donc vous voyez un exemple avec une maman et son bébé. Vous voyez que c'est encore très pixelisé. Dans le futur proche, l'objectif est d'arriver à faire du contenu 100% photoréaliste, qu'on ne peut pas distinguer de la réalité, et dans lequel on peut aussi se déplacer. Donc les enjeux pour ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est un enjeu important. IMAX VR, quand ils ont lancé le lieu, ils ont donné 50 millions de dollars aux studios
aux grands studios pour leur produire du contenu, volumétrique. Et on leur a rien livré en retour. Parce que les studios ne sont pas arrivés à produire ce contenu, parce que c'est relativement compliqué. Et c'est relativement nouveau. Donc le premier enjeu, c'est vraiment d'industrialiser cette production, parce qu'on peut faire de la R&D. Je pense que tout le monde a entendu parler de Litro ici. Certains ont peut-être travaillé avec Litro et ont vu que c'est très compliqué. C'est très compliqué le shooting, c'est très compliqué la post-production et c'est très compliqué le déploiement. Donc il y a ce premier enjeu, c'est vraiment de pouvoir créer les outils qui permettent de créer du contenu volumétrique de la même manière qu'on crée du contenu classique. Donc une des manières qui est utilisable aujourd'hui, c'est vraiment d'utiliser des techniques de jeux vidéo. Donc c'est de créer des avatars 3D qu'on va réanimer avec des techniques de motion capture et de capture faciale. Donc aujourd'hui, donc ça c'est des choses qu'on fait avec nos partenaires. On arrive à avoir un résultat qui est plutôt très qualitatif. Il faut voir qu'en VR, on ne voit pas les images de la même manière, forcément, parce qu'on est présent dans l'espace virtuel et que donc le petit côté un peu faux qu'on peut voir sur l'image 2D est pas forcément vrai dans un contexte VR. Je pense que la plupart d'entre vous ont vu donc à la GDC cet exemple. Donc là, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de photoréalisme. Donc tout est en temps réel. Et donc c'est un personnage complètement virtuel qui est intégré dans un moteur de jeu vidéo et qui est animé par un acteur qui a une combinaison de motion capture et une caméra qui est fixée sur sa tête. Donc aujourd'hui, peut-être vous connaissez ce terme de uncanny valley, qui est cette réaction un peu forte de l'humain à une représentation qui est proche mais qui n'est pas exactement bonne. Et donc on a tendance à avoir une réaction très forte de rejet. Là, on commence à avoir passé ce moment. Et en VR, on ne fait absolument pas la différence. Et on a vraiment l'impression que les personnages sont présents avec nous, simplement parce qu'on va pouvoir tourner autour d'eux, parce qu'on va pouvoir se rapprocher, parce que en plus on va pouvoir mettre des interactions en place. Alors, ça peut être des interactions très simples. Sur The Enemy, par exemple, il y avait juste le regard des personnages suivait le spectateur. Ça peut être des choses plus complexes où le personnage, en plus de nous regarder, peut nous parler, répondre à nos questions, etc. Donc on peut aller effectivement très loin dans cette interaction. On peut utiliser de l'intelligence artificielle aussi. Donc le deuxième enjeu, c'est d'augmenter la production value. Et les IP sont fondamentales. Donc Mike a montré plein de très jolis cases avec des grosses IP très intéressantes. Forcément, les IP, elles ramènent du public, elles donnent de la visibilité au projet et elles permettent de fédérer autour d'un film, autour d'une BD qui a une fanbase, etc. Donc c'est beaucoup plus facile de ramener des gens vers ces contenus et de leur faire découvrir à ce moment-là la réalité virtuelle. Le deuxième enjeu, c'est le multi-utilisateur. Alors le multi-utilisateur, c'est un enjeu à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un enjeu parce qu'en termes d'expérience, comme quand on va au cinéma, c'est aussi une expérience sociale. On a envie effectivement de se rassembler pour faire des expériences. Donc cette dimension sociale est importante. Et c'est aussi très important d'un point de vue business, parce que si on peut faire passer 25 personnes en même temps dans une expérience à la place de faire passer une personne par une personne, on est forcément beaucoup plus rentable. Donc j'en viens à notre prochain jalon.
qui est effectivement de notre côté de pouvoir intégrer 25 personnes en simultané dans une expérience qui sera de la même typologie que celle d'Alice, c'est-à-dire on devient héros d'un film, et c'est une expérience qu'on déploiera à partir de la fin de cette année. Et au niveau du temps. Ouais. Moi, je vous dis juste en termes de modèle très rapidement, et ce sera ma conclusion. En fait, la manière de déployer est un petit peu différente. Donc là, je vous ai présenté des approches location-based qui sont plus grand public, où l'objectif, c'est de faire venir beaucoup de gens et en tant que producteur de contenu, de pouvoir déployer son contenu dans plein d'endroits différents pour être rentable. Donc le nom du projet, je peux vous le dire, ça sera Beyond. Et on est sur un modèle qui est un peu différent, puisque là, l'idée, c'est pas de déployer ce contenu dans plein de lieux, mais c'est de déployer ce contenu que dans un seul lieu et d'avoir un positionnement qui soit plus celui de Punch Drunk ou du Cirque du Soleil, c'est-à-dire d'avoir une expérience qui soit extrêmement exclusive et premium, avec une expérience qui va être longue, qui va faire plus d'1 heure, sur lequel on adjoint un restaurant et un bar pour avoir un lieu qui puisse être intéressant pendant plusieurs heures, et un prix de ticket qui va être beaucoup plus important puisque on sera au-delà des 100 euros pour le ticket. Donc on est vraiment sur un positionnement qui est différent, on est sur un positionnement qui est celui d'un show premium, exclusif. Donc ça, c'est un autre modèle encore. Voilà, moi j'ai terminé. Merci à tous.